Le journal sur la RT Éduc, merci de nous suivre. Place aux principaux titres. Le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Jean-Pierre Kezamoudrou, a supervisé ce jeudi 5 juin l'épreuve 3 des hors-sessions de l'examen d'État dans la province éducationnelle du Congo central 3. Quel constat a-t-il fait? Les détails dans ce journal. 5 juin 2025, le monde célèbre la journée mondiale de l'environnement. En République démocratique du Congo, le thème mis en exergue, mettre fin à la pollution plastique. La ville de Kinshasa est l'exemple de cette pollution plastique. Le comité de pilotage du Fonds pour la consolidation de la paix tient une réunion clé co-présidée par le coordonnateur résident du système des Nations Unies et le vice-premier ministre, ministre du Plan et coordination de l'aide au développement. Cet échange revêt d'une importance particulière alors que les RDC entament un nouveau cycle de 5 ans. Après les titres, place au développement. Jean-Pierre Kezamoudrou, vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a effectué ce jeudi 5 juin 2025 le déplacement de la province éducationnelle du Congo central 3. Sur place, il a supervisé le jour 3 des épreuves hors session des examens d'État édition 2025. Au menu de ce jour, l'épreuve de français oral qui ira jusqu'au samedi 7 juin prochain, peu avant la pratique professionnelle qui interviendra durant 6 jours, soit du lundi 9 au samedi 14 juin. Mais quelle a été la réalité sur place? Comment se déroulent ces épreuves hors session? Valérie Lukaou, notre correspondante de Congo central, nous fait le point. C'est dans le cadre de la supervision des épreuves de la hors-session édition 2024-2025 que la province éducationnelle du Congo central 3 a réussi dans ses murs le vice-ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, M. Jean-Pierre Kezamoudrou, aux côtés du PROVED, de l'IPP, de Madame Lady Procopé ainsi que les superviseurs nationaux venus pour la circonstance, qu'une visite guidée a été organisée pour appuyer le travail déjà mis en place par les autorités de la province éducationnelle du Congo central 3. M. Jean-Pierre Kezamoudrou, vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, a commencé sa ronde au sein du Collège moderne et scientifique de Kisantu, où il a tenu un discours de motivation comme partout où il est passé, tout en sillonnant dans quelques centres choisis pour abriter les épreuves, cas du lycée technique Notre-Dame de Kisantu. C'est ça le souci majeur du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il compte beaucoup sur vous, sur la jeunesse, parce que c'est vous qui allez nous remplacer demain. Et pour nous remplacer, il n'y a qu'une seule voie. C'est la voie de l'école. C'est le chemin de l'école. Il s'est signalé que son Excellence Jean-Pierre Kezamoudrou a commencé sa tournée dans la province éducationnelle du Congo central 1 en passant par le Congo central 2 avant de chuter dans la province éducationnelle du Congo central 3, séduit de la faculté des apprenants ainsi que de l'organisation mise en place par le comité provincial du Congo central 3. Son Excellence M. Jean-Pierre Kezamoudrou voit déjà ses espoirs prendre place dans les chefs de ses apprenants que lui estime à l'amont réussir ses épreuves. C'est depuis la semaine passée que je suis à mission officielle de supervision des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2025 dans le Congo central. J'étais émerveillé de voir le nombre de candidats. J'étais positivement marqué par le degré de discipline visible. J'étais aussi marqué par l'environnement parce que en matière d'apprentissage, l'environnement joue un grand rôle. J'ai remarqué que dans tous les centres, il y avait beaucoup de candidats. Et ce sont ces affaires-là sur qui nous comptons pour le Congo de demain. J'ai essayé de jauger le niveau de connaissance de nos élèves et j'ai tiré la conclusion selon laquelle les bons résultats, qui sont toujours produits ici à Kisantu, c'est sur base de mérite. Je voudrais à ce niveau féliciter les autorités provinciales de l'éducation ici à Inkisi, à Kisantu, le PROVED, l'IPP et la DIPROCOP pour le travail ô combien appréciable qu'ils sont en train d'abattre pour l'avenir de nos enfants. Je voudrais terminer par dire que Kisantu, c'est un milieu où il y a un internat. Et j'ai remarqué que ce n'est pas pour rien que plusieurs parents de Kinshasa préfèrent envoyer leurs enfants à Kisantu pour recevoir une autre éducation. Peut-être qu'il les a échappés à Kinshasa.
Et ça, je félicite. Au troisième jour des épreuves hors session de l'examen d'État 2025, les élèves du territoire de Kaemba dans la province éducationnelle Kwango 2, comme ceux du reste du pays, ont passé l'épreuve français orale. Le respect des instructions a été de mise et les élèves étaient plus que confiants, nous rapporte notre envoyé spécial. Les élèves finalistes du territoire des Kaemba, dont le Kwango, étaient face aux membres du jury pour le français oral. Malgré un effectif faible des candidats suite à une densité de la population réduite, les élèves sont confiants sur leurs prestations. Ouais, ça s'est bien passé, j'ai travaillé sur la grammaire, j'ai eu de la chance, la compréhension aussi était bonne, j'ai bien travaillé. Je suis sûre de ça, j'ai vraiment bien travaillé. Qui commence bien, finit toujours bien. Comme on a commencé bien, on finira aussi bien. Jusqu'à cette troisième journée, aucun incident n'a été signalé. Le chef des centres et superviseurs suivent à la loupe les instructions de la hiérarchie incarnée par la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, et le calme est observé. Les épreuves de la hors-session, les deux, c'était la rédaction, le premier jour donc, et aujourd'hui c'est le troisième jour. On continue selon la réalité de notre milieu avec les différentes épreuves qui sont restées, entre autres l'oral de français et la pratique professionnelle pour certaines options. Les effectifs sont faibles. Nous n'avons que 4 écoles présentes ici au centre, avec un total de candidats, les participants donc, un total de 136. Donc ce sont des effectifs vraiment très faibles par rapport à notre milieu, comprenez-les. Il est à noter que les épreuves hors session dans cette partie du pays se poursuivent jusqu'au samedi 7 juin prochain, après quoi la place aux pratiques. L'école Mwenze à Velela a reçu un don de tôle pour la réfection de sa toiture, réceptionnée par l'équipe dirigeante de cet établissement scolaire de la province éducationnelle Congo central 2. Ces sésames du député provincial José Matoko arrivent à point nommé à cette institution qui pourra lancer les travaux de la mise en état en cette période de la saison sèche qui coïncide également avec celle des vacances. C'est un geste qui a réjoui de nombreux parents et élèves. Le député provincial José Matoko a procédé ce mercredi 4 juin 2025 à la remise d'un lot important de tôles et d'une enveloppe consistante à l'école primaire Mwenze à Velela, une école conventionnée catholique située à Mbanza-Ngungu. Ce don permettra de remédier à la situation difficile que traverse cet établissement scolaire confronté à la destruction des toitures de plusieurs de ses bâtiments. C'est avec un grand honneur et une immense joie que nous, élèves de l'école primaire Mwenze à Velela, accueillons aujourd'hui l'honorable député provincial José Matoko. Nous tenons de prime abord saluer la vision éclairée et salvatrice de notre chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi, qui a instauré la gratuité de l'enseignement. L'intervention salvatrice de l'honorable Matoko a été saluée par la sœur directrice Rolich Nzingula. Il avait écouté nos soucis parce que nous avons eu des problèmes de tôle de triplesse. Il n'a pas hésité. Il est venu aujourd'hui pour nous déposer l'argent que nous allons acheter les triplesses et puis les tôles. Pour sa part, l'élu provincial de Mbanza-Ngungu a encouragé les élèves à rester assidus. Je suis venu vous voir parce que moi aussi, j'étais aussi élève comme vous. Un enseignant et quelques enfants ont salué ce précieux don. Je suis très ravi de voir sa présence parmi nous. Malgré ces multitâches qu'il a à accomplir, il a d'abord pu privilégier ce don qu'il nous a donné des tôles et les triplex. Nous, maintenant, avec ça, nous pouvons étudier dans de bonnes conditions. Il est à noter que le député provincial José Matoko a offert au total 50 tôles et une somme d'argent substantielle destinée à faciliter la réhabilitation des toitures délabrées de plusieurs bâtiments. Du Congo central, mettons le cap sur le Kwilu. Kilaba Romani a pris ses fonctions en tant que ministre en charge de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté nommé par le gouverneur Philippe Akamituna Ndelo. Son installation a eu lieu ce jeudi 5 juin en présence des autorités politico-administratives et éducatives, notamment le prophète d'Hervé Mungeta, l'IPP Roland Kinzini ainsi que le Duprocap Mpembe Apollinaire. Plus de précisions dans ce reportage de Nicolas Kingwangwa.
C'est ce mercredi 4 juin que Mme Kilaba Romani a officiellement pris ses fonctions en tant que nouvelle ministre provinciale en charge de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté. La cérémonie de remise et reprise s'est tenue entre elle et son prédécesseur Grégoire Maloa Bigliga. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreuses autorités politico-administratives, mais surtout éducatives, notamment les prophètes Hervé Mugeta Makoulé A, l'IPP Roland Kizini, ainsi que le Dipokop Pembe Apollinaire Ngonga. Cette remise et reprise a été facilitée par l'inspection provinciale territoriale. L'inspecteur provincial a d'abord procédé à la lecture de l'arrêté portant nomination de Mme Kilaba Romani, avant de céder la parole à son prédécesseur pour son mot de circonstance. Dans son allocution, Mme Kilaba Romani a tenu à rendre un vibrant hommage à son Excellence Philippe Akamitunandolo pour la confiance placée en elle à la tête du secteur éducatif provincial. Elle a également indiqué que, pendant son mandat, elle attend à appliquer la politique des termitières où chacun est appelé à apporter sa contribution pour renforcer l'éducation dans les Kouilou. Je ne saurais rien faire. Nous allons pratiquer la politique de la termitière. Vous avez vu comment les termites construisent leurs termitières. Ça signifie que chaque termite apporte un peu de boue de terre et ensemble on fait quelque chose. Avec votre apport, nous pourrons faire ce que nous pouvons faire et nous pouvons construire cette grande et réaliser cette grande responsabilité. Loin de moi de croire que je suis experte, je suis ceci, non. Venez vers nous, assistez-nous, apportez votre contribution et à la fin, on verra comment nous allons travailler. Travaillons la main dans la main. S'il y a une situation, approchez-nous, dites-nous, là où ça cloche, comme ça ensemble on verra comment nous pourrons faire avancer ce grand ministère de l'éducation. Pour les autorités éducatives de la province, avoir une femme à la tête de l'éducation constitue une véritable valeur ajoutée à la promotion de l'enseignement dans cette région autrefois surnommée les quartiers latins du pays. On en vient aux nouvelles de la formation professionnelle. Le ministre Marc Kila Likombo a échangé avec les représentants légaux et coordonnateurs de centres de formation de son secteur. Une réunion qui intervient quelques jours après celle d'orientation tenue fin mois de mai. Au menu, plusieurs questions d'intérêt commun au profit de la formation professionnelle ont été abordées. Et dans une démarche participative, Marc Kila est notamment revenu sur ses objectifs, notamment celui de rendre viable le secteur de la formation professionnelle. Regardez. Nouvelle réunion du ministre de la formation professionnelle avec les représentants légaux et coordonnateurs de centres de formation professionnelle ce mercredi 4 juin au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement. Dans une démarche participative, en présence de quelques députés nationaux, également coordonnateurs des centres et de responsables de l'administration, Maître Marc Kila a soulevé plusieurs préoccupations qui appellent des mesures strictes de sa part, lesquelles il a souhaité les enrichissements des acteurs du secteur. Le ministre a notamment évoqué les efforts de viabilisation de la formation professionnelle et l'épineuse question de recrutement du personnel par les centres privés et que subit le ministère, dont près de 106 000 agents impayés. Plusieurs représentants des centres ont fait des propositions concrètes au ministre dans un débat ouvert, à l'instar de l'honorable Maombi Kachongo Sosten, qui a appelé à une collaboration étroite entre le ministère et les coordonnateurs des centres. Je sollicite d'abord la restauration d'un climat apaisé entre nous, attaqués partenaires, et les ministères. C'est en fait un élément très indispensable qui va nous aider, nous, à pouvoir être efficaces dans ce que nous avons comme mission aux côtés du ministère dont vous êtes responsable, mais aussi vous permettre également d'atteindre les objectifs assignés par
par les gouvernements de la République. Le ministre de la formation professionnelle a été encouragé à mettre à la disposition des établissements de formation professionnelle des référentiels et autres maquettes ou programmes de formation spécifiques à chaque filière. D'autres mesures vont viser notamment la fermeture de centres non viables et d'autres fictifs. Les étudiants handicapés enregistrés dans tous les établissements de l'enseignement supérieur sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, facultés, universités et instituts supérieurs, paieront désormais 50% de frais académiques et frais de logement dans les homes. Cette décision émane de l'arrêté ministériel conjoint pris par Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, et Irène Essambo Diata, ministre déléguée aux affaires de personnes vivant avec le handicap. Regardez. Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi organique numéro 22/003 portant protection et promotion des droits des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, professeure Marie-Thérèse Sambo, et la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Madame Irène Essambo Diata, ont signé lundi 2 juin 2025 un arrêté interministériel portant réduction à 50% de frais académiques et des logements en faveur des étudiants handicapés dans tous les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Cet arrêté interministériel, qui entre en vigueur dès la rentrée académique prochaine, concrétise ainsi la vision de son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, dans les secteurs de l'éducation inclusive, juste et équitable pour tous, en RDC. Aujourd'hui, je crois que c'est un moment très capital dans la vie des personnes avec handicap, particulièrement des étudiants et même des parents. Parce que là, nous venons vraiment de concrétiser l'idée de l'inclusion sociale prônée par le président de la République, chef de l'État. Et aujourd'hui, avec son Excellence, Madame la ministre de l'ESU, on vient d'octroyer la réduction aux personnes avec handicap sur l'ensemble du territoire national. C'est vraiment un sujet de joie et je crois que tout le monde se réjouit dans la communauté des personnes avec handicap. Satisfait, les bénéficiaires de cette décision, notamment les étudiants PVH de l'UNIKIN, UPN et ISP Gombe, qui ont été représentés à cette cérémonie, n'ont eu que de mots de remerciement à l'endroit du chef de l'État qui a valorisé la personne avec handicap depuis son accession à la magistrature. Je suis étudiante à l'université ISP Gombe. Je fais l'orientation scolaire et professionnelle. Je suis à ma dernière année, donc L3, système LMD. Je suis vraiment flattée et je tiens à remercier notre président de la République et je tiens aussi à remercier Madame de l'université supérieure et je remercie aussi à notre ministre, Madame Irène Essambo, pour cet acte posé aujourd'hui. Et nous serons vraiment très reconnaissants dans cet acte. Merci. La ministre des tutelles, Madame Irène Essambo Diata, matérialise cette vision présidentielle d'inclusion sociale des PVH APV, ainsi que la patronne de l'ESU, la professeure Marie-Thérèse Sambo, pour son implication. Réunion stratégique pour la consolidation de la paix en République démocratique du Congo a eu lieu. Le comité de pilotage du Fonds pour la consolidation de la paix a la tenue cette réunion clé, co-présidée par le coordonnateur résident du système des Nations Unies et le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la Coordination de l'aide au développement, Guilain Nyembo. Cet échange revêt d'une importance particulière alors que la RDC entame un nouveau cycle de 5 ans, soit de 2025 à 2029, au sein du PBF. Cette session stratégique permettra aux parties prenantes d'affiner les orientations du programme et de renforcer les mécanismes de suivi et d'assurer une mise en œuvre efficace de changements structurels et systémiques nécessaires à la consolidation de la paix. C'est une réunion du comité de pilotage du Fonds pour la consolidation de la paix, co-présidée par les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies et les vice-premiers ministres, ministres du Plan et de la Coordination d'aide au développement, avec un accent particulier, car la République démocratique du Congo est de nouveau éligible au PBF pour une période de 5 ans qui s'étend de 2025 à 2029. Une rééligibilité qui résonne comme un signal puissant de l'engagement international et de la nécessité impérieuse de maintenir la tension vers la consolidation de la paix sur les territoires congolais.
Ces nouveaux cycles offrent une opportunité unique d'amplifier les acquis des programmes précédents et d'accélérer les partenariats stratégiques, un reflet de la nouvelle approche des Nations Unies en RDC telle que définie dans le nouveau cadre de coopération pour le développement durable. Le nouveau cycle de PBF offre notamment l'opportunité d'une mise à l'échelle des acquis des cycles précédents et représente un levier pour l'accélération de partenariats stratégiques pour s'attaquer aux causes sous-jacentes des conflits en RDC. La nouvelle éligibilité du PBF est également une traduction de la nouvelle approche des Nations Unies en RDC, telle que présentée dans le nouveau cadre de coopération pour le développement durable entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo pour les 5 prochaines années. Au-delà de la satisfaction associée à la projection de son nouveau cycle, le comité de pilotage conjoint est appelé à jouer pleinement son rôle dans une approche qui met l'accent sur le soutien au gouvernement pour des changements structurels et systémiques. Sur cette base, avec l'appui considéré de toutes les autres parties prenantes, le comité de pilotage conjoint ici réuni doit pleinement jouer son rôle de supervision et de coordination de la manière la plus efficace possible pour que les interventions qui seront menées à l'effet de concrétiser ces 3 priorités bénéficient de notre total soutien. Ces tribunes permettront à la RDC de partager son vécu et son expérience en matière de conflits, mais surtout ses avancées en matière de prévention, de médiation, de consolidation et de cohésion de la paix. Rendons-nous au Mai-Ndombe où il y a eu remise et reprise ce jeudi 5 juin au commissariat provincial entre le commissaire supérieur principal chargé de la police administrative sortant Hassani Bouyoka Bin et l'entrant John Mokaka Ainongo. Le responsable d'autres unités de la police nationale congolaise Mai-Ndombe ont pris part à cette cérémonie également. Blaise Mabala. Je lui souhaite un mandat fructueux. Le commissaire supérieur principal chargé de la police administrative de la province de Mai-Ndombe sortant, Hassani Bouyoka Bin, alias cède officiellement son fauteuil à son successeur John Mokaka, récemment nommé par ordonnance présidentielle pour lui remplacer. John Mokaka, en étant commissaire provincial adjoint police administrative récemment nommé par le commandant suprême, le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi. Maintenant, je vous remets la copie de la remise et reprise qui va vous servir pour manœuvrer votre unité. Ça signifie tout ça, le symbole des bateaux de commandement de la police nationale congolaise et la province de Mai-Ndombe. Pendant plus d'une heure, le commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative entra à récit des conseils et directives de son prédécesseur afin de conduire à bon port ses services chargés de sécuriser la population ainsi que leurs biens. Devant la presse locale, le commissaire supérieur principal Hassani Bouyoka Bin alias dit léguer son prédécesseur, une province qui est généralement calme en dépit de quelques problèmes isolés. Je lui ai donné les effectifs nos éléments, tout est dans les tableaux de la remise. À titre illustratif, vous avez les véhicules qui circulent là et les autres véhicules qui ne circulent pas. Et le bâtiment est là. Et le bâtiment regorge beaucoup d'histoires qui sont. J'étais là comme commissaire provincial intérimaire. J'ai laissé vraiment la ville calme par rapport aux jours passés. En tout cas, il n'y a plus de turbulences. Je lui dis aussi d'accélérer avec cette allure pour que les personnes vaquent à leurs occupations libres, nuit comme journée. Aux policiers de l'aider, être discipliné, tempérer aux ordres qu'il va donner. Le commissaire supérieur principal John Mokaka rassure de marcher sur les pas de son prédécesseur afin de réussir son mandat. En attendant que le commissaire provincial arrive, ce que nous demandons à la population, c'est de collaborer avec la police. Parce que dans sa nouvelle méthode de travail, la police de proximité, il met la population au centre de toutes les situations pour assurer sa sécurité. Je ne peux pas dire que dans toute la République ou dans le monde entier, sécurité zéro, mais la population doit s'attendre à un résultat positif. Parce que nous allons nous y atteler par rapport à la confiance que la population va nous faire en collaborant avec nous. Nous osons croire que nous allons maintenir la situation et aller au-delà de ça. Il s'est déplacé que le commissaire supérieur principal John Mokaka assurera provisoirement l'intérim du commissaire provincial de la police nationale congolaise Mai-Ndombe Pades Morola, qui arrive incessamment dans la ville d'Inongo pour exercer ses fonctions du commissaire provincial de la police nationale congolaise dans le Mai-Ndombe, en remplacement du commissaire provincial Karawa Dengamo Louis Segon, nommé il y a quelque peu vice-gouverneur policier dans la province du Nord Kivu.
Mettre fin à la pollution plastique en République démocratique du Congo, c'est le thème national choisi cette année pour célébrer la journée mondiale de l'environnement. Face à un tableau sombre d'insalubrité qui caractérise la ville-province de Kinshasa, classée parmi les villes les plus sales du monde, la RDC entend renforcer l'application de mesures juridiques environnementaux et intensifier la sensibilisation sur la gestion de déchets plastiques auprès de la population afin de rendre propre la ville de Kinshasa. Sur l'ensemble du pays, tout comme dans le monde, la ville-province de Kinshasa est classée parmi les villes les plus sales. Car avec une population estimée à plus de 15 millions d'habitants, Kinshasa produit chaque jour plus de 12 millions de tonnes de déchets solides, dont 4000 tonnes de déchets plastiques selon le rapport 2024 du ministère de l'Environnement. Et malgré plusieurs tentatives et mesures prises par les autorités et des organisations citoyennes, pour rendre la ville propre et lutter contre l'insalubrité, les défis demeurent de taille. On ne peut faire un pas à travers la ville sans apercevoir d'un côté soit de bouteilles ou sachets en plastique et de l'autre côté des ordures ménagères produites par la population congolaise qui jonchent la voie publique et finissent par remplir les caniveaux, rivières et autres cours d'eau, obstruant le coulement des eaux. En outre, ces déchets plastiques polluent le sol, les eaux et la biodiversité. Cette situation provoque ainsi les inondations et risques et crises sanitaires. Cependant, face à ces défis majeurs, la loi portant protection de l'environnement et assainissement et les réglementations sur la gestion des déchets peinent à être appliquées. La cause, l'ignorance ou le manque d'éducation et la formation ainsi que l'information de la population congolaise sur les opérations de la gestion des déchets, à savoir la collecte, le triage et le recyclage. Voilà qui nécessite le renforcement de l'application des textes juridiques environnementaux et l'intensification de la sensibilisation de la population. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de l'environnement, ce jeudi 5 juin, en RDC, l'heure est à la lutte contre la pollution plastique. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette célébration officielle qui s'est déroulée dans l'enceinte du complexe UTEX Africa dans la commune de La Gombe, en présence de la ministre d'État, ministre d'Environnement et Développement durable, ainsi que d'autres partenaires de ces secteurs. Par ailleurs, lors de la présentation de l'abeille de Ngaliema, la ministre d'État, Eve Bazaïba, a martelé sur la sanctuarisation de celle-ci qui est menacée par les constructions anarchiques. Elle a aussi fait savoir que cette zone est essentielle à la protection de la biodiversité. Plus du grand public, mais bien ancré dans les traditions culinaires et médicinales dans plusieurs régions de la République démocratique du Congo, l'aubergine sauvage, appelée solo en lingala, occupe une place discrète mais essentielle dans nos assiettes. Amère, robuste et chargée d'histoire, cette plante aux multiples vertus suscite aujourd'hui un regain d'intérêt aussi bien chez les cuisiniers que chez les chercheurs, partant donc à la découverte de ces légumes pas comme les autres. Parmi les ingrédients les plus en vogue dans la cuisine, surtout en Afrique, se retrouve ce qu'on appelle en lingala solo, en français aubergine sauvage, avec son goût amer. Cette aubergine sauvage fait référence à l'espèce de plante Solanum torvum, également appelée fausse aubergine. Originaire de l'Afrique et de l'Asie, le solo ou aubergine sauvage est considéré comme un légume sauvage car ses fruits ne sont pas aussi tendres et savoureux que ceux de l'aubergine généralement cultivée. Ironie du sort. Et c'est là que la nature révèle souvent ses particularités. Cette aubergine, bien qu'amère, constitue une source de fibres alimentaires, de calcium, d'antioxydants et de vitamines, parmi lesquelles le type K, B6, tout en contenant de la thiamine et de la niacine. En plus, c'est une petite pharmacie naturelle, car cette aubergine sauvage aide à contrôler la glycémie, à gérer les niveaux de cholestérol et même le poids du corps, sans négliger la santé cardiaque. Les cuisiniers l'apprécient pour ses qualités texturales et rétention des saveurs. Alors, un défi nous est lancé. Allons à table. Ne froissons pas le visage à l'idée du caractère amer de cette aubergine. Goûtons les repas pour tester. Bon appétit à tous.